le salon des médias, un cadre idéal pour discuter des enjeux et défis du métier à l'ère du numérique, mais aussi du rôle et de la place du journaliste en période électorale. Plus de précisions dès le début de ce journal. Dans la chronique culture de ce soir, Mariam Koulibaly se penche sur une nouvelle parution intitulée Le Veille des Silencieuses, un roman de 283 pages à l'initiative de Sadia Touré qui relate les conditions difficiles du veuvage. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Le Salon des médias est un cadre de rencontre dont l'objectif est de réunir les hommes de médias du Mali autour d'un idéal qui est l'épanouissement du métier de journalisme. Au programme de cette deuxième édition, des expositions, des conférences, débats ainsi que des ateliers de renforcement de capacité. Pour le deuxième jour, un panel a été animé autour de la problématique, rôle et place des médias dans le processus électoral. Plus de détails avec Lala Diaratouri. Axé sur la thématique « La presse à l'ère du digital, défis et enjeux », le Salon des médias est un cadre d'échange entre les hommes des médias maliens et leurs confrères de la sous-région. Au programme, plusieurs activités dont des séances de renforcement de capacités de jeunes qui font leur entrée dans le métier de journalisme, des panels organisés sur des thèmes qui mettent en exergue le rôle, la place et la limite de la liberté d'expression, surtout en période électorale. Peut-être beaucoup de journalistes ici ont fait des belles études, travaillent parfaitement, mais c'est peut que ce soit pour eux la première couverture d'un processus électoral. Parce que ce référendum n'est que le début d'une longue séquence. Donc à partir de ce moment, être ici pour parler du référendum au regard de ce que la presse peut et doit faire me semble être quelque chose d'extrêmement important et de positif, non seulement pour la bonne tenue du référendum, mais de la suite du processus. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de légiférer la presse en ligne afin que l'éthique et la déontologie soient démises dans la pratique du métier de journaliste. Et que ce soit la presse en ligne ou la presse classique, il faut pour la seconde dépoussiérer les textes. J'ai été heureux d'apprendre que ça avance. Et pour la presse en ligne, il faut tracer le cadre. Vous savez, légiférer ne veut pas dire censurer. Légiférer veut dire protéger, parce qu'on vous donne des droits, mais vous avez concomitamment des devoirs. Les deux marchent absolument ensemble. De jouer au professionnalisme du métier, toujours la vérification de l'information. Allez-y à la quête de l'information et après vérifiez l'information et ne tombez jamais dans la propagande. Donc c'est d'ailleurs important dans cette période de transition. Des journalistes venus de la sous-région ont eu l'occasion de participer activement aux échanges à travers des séances de questions-réponses. Réunir des journalistes de la sous-région pour parler des médias à l'ère du numérique, ça déjà c'est une bonne chose et cela en tout cas doit être pérennisé pour que notre profession s'adapte au digital et en même temps explorer d'autres aspects qui sont vraiment intéressants. Faire le contour des tenants et des aboutissants du numérique. Bon, on peut dire que les médias privés, il y a l'audience qui est là, mais on traite l'information de la façon la plus différente, mais allant dans le respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Si avoir le mot, comme on appelle ça, une responsabilité envers les engagements qu'on prend auprès de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, de nos audionautes, de nos followers, comme on le dit. Ainsi, les hommes des médias sont suffisamment outillés pour jouer leur partition dans la tenue des élections libres et transparentes dans un climat apaisé. Il faut rappeler que ce salon, qui est à sa 10e édition, se tient du 7 au 10 juin 2023 sur les berges du fleuve Niger au Palais de la Culture. 6 juin, journée mondiale de mini-jupe, une journée peu connue qui pourtant met en relief le port de ce type de tenue destiné à la couche féminine. À la faveur de cette journée, l'une de nos équipes est allée à la rencontre de la cible.
Constat, la mini-jupe semble ne pas être à la vogue en ce sens que très peu de femmes, notamment les jeunes filles, la portent. Hatouma Tunkara pour les détails. Initié et lancé en 2015 par Rachid Ben Otam, président de la Ligue pour la défense de la laïcité et des libertés, et l'activiste féministe Najet Bayoud, le 6 juin de chaque année est célébré comme journée mondiale de la mini-jupe. En cette année, en Algérie, une jeune femme habillée en jupe trop courte est interdite d'examen à cause de son habillement trop sexy. Cette date du 6 juin est célébrée en solidarité avec les femmes opprimées à travers le monde. Au Mali, la journée mondiale de la mini-jupe semble être méconnue par de nombreuses personnes. Bon, je ne suis pas au courant de cette journée qui célèbre la mini-jupe. C'est avec vous que je viens de l'apprendre. C'est une amie qui me l'a dit que c'est aujourd'hui. Moi-même, je ne me souvenais pas de ça. Cette journée spéciale donne à la femme tous les droits de porter la mini-jupe. Cependant, cette tenue est mal vue par la culture malienne. Selon nos interlocuteurs, le port de la mini-jupe a une influence négative sur la femme en particulier et sur la société en général. Si c'est célébré, ça indique un changement sociétal chez nous. Donc ça, c'est une nouveauté. Et ça ne colle pas avec notre culture dans la mesure où le port des mini-jupes n'est pas apprécié chez nous. Très généralement, ceux qui portent ces mini-jupes-là, on pense qu'ils s'échappent petit à petit à leur culture. Le port de la mini-jupe n'est pas bien. Je n'aime pas du tout que mes filles et mes petits-enfants la portent. Ça attire l'attention des hommes envers elles. Et ça ne va pas avec notre culture. Le 6 juin n'est pas fêté au Mali comme les autres journées, car certaines personnes voient le port de la mini-jupe et surtout sa célébration comme contraire à notre culture. Je le disais au sommaire après un premier titre, être une femme ambitieuse au Mali, Sadia Touré renforce les rayons des librairies avec une nouvelle parution intitulée Le Veil des silencieuses, un roman de 283 pages qui relate l'histoire de deux héroïnes, Doussou et Alia, l'une citadine et l'autre rurale qui endurent toutes les deux les épreuves du veuvage. C'est ce qui fait le sujet de la chronique culture de ce soir, signée Mariam Koulibaly. La vie sans son conjoint, c'est la triste réalité que découvrent subitement les deux personnages clés de ce roman intitulé Le Veil des silencieuses, à savoir Doussou et Alia. Le parcours de ces femmes inspire l'auteur à aborder plusieurs thématiques. Deux personnages principaux, bien sûr, qui sont des femmes. Mais à travers ces personnages, je mets tout un univers derrière chacune d'elles. Mais l'un des messages, vraiment, c'est l'esclavage par ascendance dans la région de Caille. Je développe cette pratique-là, comment elle se manifeste dans le quotidien, comment aujourd'hui des gens sont en train de mener un combat pour la liberté et il me semble que c'est justement le même combat que le Mali est en train de mener dans son ensemble. D'un style bien agencé, le roman de 283 pages met en exergue la complexité de la société malienne avec en toile de fond différentes problématiques. Il y a la question du lévira que j'aborde. Je questionne surtout la place de la femme dans notre société. Je questionne le mouvement féministe, notamment à travers la problématique des aides ménagères. Je questionne la société dans son ensemble par rapport à beaucoup de nos valeurs qu'on essaye de tirer ou qu'on essaye de créer sur mesure. Donc justement, il y a beaucoup de sujets de ce genre qu'on va retrouver dans le livre, la polygamie aussi. Et voilà, donc même la condition des hommes aussi, donc la société en général. Se rangeant du côté de la justice sociale, ce livre se veut un mot sur le quotidien de la population. Il appelle chacun à tirer sa propre leçon. Ces romans de bout en bout parlent d'amour et on en a besoin dans notre société aujourd'hui. Je pense que tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, tout ce que nous connaissons comme difficultés, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour sincère entre les gens. Quand on parle d'amour, les gens pensent toujours l'amour entre un homme et une femme. Ce n'est pas que ça. C'est l'amour entre voisins, c'est l'amour entre frères et sœurs, c'est l'amour entre fils et filles d'une même famille. C'est cet amour-là qui manque. Et je pense que c'est aussi l'un des messages les plus importants de ces livres,
il faut s'aimer suffisamment pour pouvoir travailler ensemble. Donc c'est vraiment appréciable qu'une jeune femme comme Sadia se mette à livrer tout cela au public malien. Et c'est aussi un encouragement pour les autres femmes et hommes de notre pays d'écrire, de s'exprimer là-dessus et de provoquer le débat. Surtout de provoquer le débat, parce que nous sommes dans un système démocratique. Et la démocratie, ce qui fait vivre la démocratie, ce sont les débats d'idées. Sur les rayons des librairies depuis mars 2023, L'éveil des silencieuses est un roman de sensibilisation qui défend la déshumanisation, l'atrocité et la souffrance des êtres humains. Sport football, en finale de la 8e édition de la Coupe nationale, les Amazones de la commune 5 du district de Bamako ont renversé de 1 après prolongation la tenante du titre, l'AS Mondé. Un premier sacre de l'histoire de l'AS Amazone commune 5, nous dit Awa Kamisoko. Mené par l'AS Mandé 1-0 à la 35e minute, suite à une réalisation de Salamatou Kamara. Les Amazones vont ensuite fournir d'autres efforts pour établir la parité grâce à une magnifique frappe du gauche de Nara Diarra. À la 85e minute, avant de prendre l'avantage, le but de la victoire est marqué par la capitaine Aïssata Tapili, 108e minute. On est très contents ce soir parce qu'on savait qu'on allait le battre. On savait très bien ça parce qu'on a travaillé, on a très bien travaillé. On a entendu les consignes de nos entraîneurs, donc on a travaillé sur ce. 3 éléments à des postes clés qui étaient malades. Donc il a fallu un changement à mener au milieu de l'équipe et c'est ce qui a provoqué notre déséquilibre. Donc il y a des moments comme ça dans la vie, il faut gagner, il faut perdre. Pour le président de la FEMAFOOT, le football féminin a besoin de tout le monde. Il y a quelques années, le Mali était sur le podium africain, mais du fait qu'on ne jouait pas au ballon au Mali, ça a beaucoup impacté sur le football féminin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rebâtir ce football-là. Vous avez vu des jeunes filles ce soir qui ont très bien joué dans un esprit de fair play extraordinaire. Il est bon en tout cas que le gouvernement montre son engagement et son soutien aussi du côté des femmes, surtout le football. Donc c'était un beau spectacle, comme vous l'avez dit, qui a opposé 2 équipes féminines, l'AS Mandé et les Amazones de la commune 5, qui sont les lauréates cet après-midi, les gagnantes de cette coupe. Les Amazones inscrivent ainsi leur nom au palmarès de la compétition. L'AS Mandé, recordman du tournoi, perd sa 2e finale de la Coupe du Mali. La première remonte en 2021 face au Super Lion d'Amdalaï. Dans le même registre, lancement du tournoi interfilière organisé par le comité de la faculté des sciences économiques et de gestion. C'était le samedi dernier sur le terrain de l'UIG à Badalabougou. Le match d'ouverture a opposé l'économie promotion 2018 à l'économie promotion 2019. Une initiative qui vise à promouvoir un climat de convivialité, d'entente et de cohésion entre les étudiants de la faculté. Les temps forts avec Sabine Keita. Renforcer la cohésion et le vivre ensemble entre les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Voilà toute la quintessence de ce tournoi de football interfilière organisé par le comité AIM de cet établissement. Le match d'ouverture a opposé la promotion 2018 de la filière économie en blanc à celle de 2019. Après les salutations des officiels, c'est durant 2 fois 25 minutes que les 2 équipes ont vite montré leur savoir-faire. La promotion de 2018 ouvre le score à la 23e minute du jeu. Malgré les tentatives de l'équipe adverse, le score reste inchangé jusqu'à la mi-temps. Nous avons voulu organiser ce tournoi parce qu'en réalité, à la FSEC, nous avons beaucoup de soucis, nous avons des problèmes. Donc, ça permet aux étudiants, en réalité, de se distraire un peu, d'oublier en réalité aux différents soucis dont nous sommes confrontés. Donc c'est dans ce contexte que nous avons organisé ça et il y a d'autres objectifs.
Ça peut renforcer les liens entre les différents étudiants. À la reprise, la promotion 2019 revient en puissance et égalise à la 30e minute. Un but partout. C'est le score final de ce match. Un tournoi à élimination directe, c'est finalement dans les séances des tirs au but que la promotion de 2019 l'emporte par le score de 2-0. Elle nous a commis de réitérer à l'AEM toute son entière disposition et toute sa satisfaction par rapport à la confiance placée en sa personne. Nous ne pouvons qu'aider nos étudiants vraiment pour toute activité de divertissement et sportif, vraiment pour que ces étudiants puissent s'épanouir et oublier les soucis que la FSEC mène vraiment actuellement. Cette compétition du comité AEM de la FSEC regroupe 16 équipes qui vont s'affronter durant un mois sur le terrain de l'UIG à Badalabougou. À savoir que les matchs se joueront tous les jours, excepté dimanche. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.